Quand on pénètre sous un tunnel par une extrémité, c'est en général pour en ressortir par l'autre. Si on reste au milieu, c'est pour s'abriter. Sous l'amas de roches du Fréjus, entre France et Italie, les physiciens effectivement s'abritent dans une grotte creusée tout spécialement pour eux. Ils y pratiquent la physique des particules, et ce sont justement certaines particules qu'ils cherchent à éviter. Des rayons cosmiques, que la montagne arrête, et qui sans cela mèneraient un tel tapage que les physiciens seraient empêchés d'observer l'événement qu'ils attendent, postés jour et nuit en 3/8 devant leur détecteur. La mort naturelle et en direct d'un proton. 1700 mètres de rocher, aucun pharaon n'aurait jamais osé s'offrir une telle pyramide pour abriter son voyage vers l'au-delà. Il est vrai que les divinités auxquelles nous aurions affaire si un proton voulait bien se désintégrer sous nos yeux ne sont pas n'importe qui. Rien moins que les 4 forces qui régissent le fonctionnement de l'univers. Monothéisme pas mort, elle serait enfin réduite à n'être plus qu'une seule. En prime, on pourrait peut-être aussi savoir si, comme on le soupçonne, la matière dont nous sommes faits est bien venue de l'énergie pour finir un jour en lumière. D'où venons-nous? Où allons-nous? Personne ne se méfie davantage de la métaphysique que les physiciens. Certes, ils se posent la question, comme tout un chacun, mais ils pensent que même pour un tel voyage, on doit arriver à construire une boussole. Leur vie est ainsi une oscillation perpétuelle, entre le vertige du philosophe et la joie pure du mécanicien devant de l'ouvrage bien fait. On va encore en monter à 120 tonnes. Alors il y en a déjà 10 tonnes là-haut, vous voyez. La semaine prochaine, il arrive 2 camions de 10 tonnes chacun, ce qui fait 20 tonnes. Alors à la fin de la semaine prochaine, on aura les 800 tonnes. Il y a combien de détecteurs en ce moment en fonctionnement? Alors il y a un tube flash, un tube de plasma par kilogramme. Il y a 780 tonnes, bon, ça fait 780 000 tubes plasma. Et il y a un tube Geiger pour 22 kg. Alors, vous divisez ça par 22, ça fait, je sais pas, 35 000 ou quelque chose comme ça. Il y a longtemps que vous vivez en compagnie de cette installation? Ça fait maintenant 1 an et demi. Hein. Enfin, si vous étiez venu l'année dernière, c'était épais comme ça. Ça grandit. Enfin, vous nourrissez bien. Ça grandit tous les jours, un petit peu. Ce sera bientôt un bloc de 900 tonnes de plaques de fer. Le fer contient beaucoup de protons, pour pas cher. Le proton, avec son cousin le neutron, est le locataire en titre du noyau des atomes. Ce qu'on veut, c'est voir enfin mourir un proton de mort naturelle. Pourquoi vouloir la mort du proton? Parce qu'il y a en ce moment dans la nature 4 forces, là où il n'en faudrait qu'une. La première, la gravitation, fait tourner les planètes et tomber les pommes. La force électromagnétique attire les aimants et fait le bonheur de l'EDF. La force faible veille à la radioactivité. La force forte, la plus secrète, maintient les protons ensemble dans leur noyau. On soupçonne qu'au début de l'univers, il n'y avait bien qu'une seule force, mais qu'avec le temps et le refroidissement, elle s'est diversifiée jusqu'à nous offrir ces 4 visages actuels. Pour en être sûr, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aller voir. Carlo Rubbia, qui vient justement d'obtenir la preuve que 2 des 4 forces étaient bien la même chose au départ, compare d'ailleurs son accélérateur à une machine à remonter le temps. Puisqu'en accélérant les protons, il les porte à une énergie qu'ils n'avaient plus connue depuis le Big Bang, au moment de leur naissance. Hélas, pour réunir une 3e force aux 2 premières de la même manière, l'énergie demandée suppose un accélérateur aux dimensions de la galaxie. Dommage, c'était le marché du siècle. Reste l'espoir de la preuve par 9, la preuve indirecte. Si les théories d'unification tiennent debout, elles impliquent, entre autres, que les habitants du proton, les quarks, peuvent s'en aller en se transformant en leptons, laissant le proton mort, désintégré. Et ça, on ne l'a encore jamais vu, parce que le proton vit tellement vieux qu'on l'a longtemps cru immortel. 10 puissance 32 années, peut-être. 1 suivi de 32 zéros, alors que l'univers n'en est qu'à une dizaine de zéros. Comme il en meurt cependant quelques-uns de temps en temps, sur 900 tonnes, on a tout de même l'espoir d'en voir 1 ou 2 dizaines par an. Affaire de patience à partir d'une idée plutôt simple. Sa réalisation, c'est une autre affaire. Un seul organisme scientifique pourrait difficilement mener à bien une telle entreprise. Pour l'expérience du Fréjus, en plus du CNRS et du CEA, on trouve des laboratoires allemands d'Aix-la-Chapelle et de Wuppertal. La mort du proton est d'ailleurs véritablement l'affaire de tous, puisque depuis la toute première expérience qui a eu lieu en Inde, les États-Unis, l'Italie, le Japon se sont lancés dans l'aventure.
chacun communiquant ses résultats aux autres, car si tout le monde est à la recherche de candidats à la désintégration, encore faut-il que ce soient des candidats sérieux, indiscutables. Et pour en arriver là, il faut avant tout augmenter la finesse des mailles du filet. Abandonnées à elles-mêmes, les 900 tonnes de plaques de fer ne seraient guère plus bavardes qu'une enclume. Pour les faire parler, il faut les entrelarder de détecteurs, sous forme de plaques tout aussi longues et vastes. Il y a d'abord les compteurs Geiger. Ce sont les sentinelles de l'intérieur. Ils ne dorment jamais et sont chargés de donner l'alerte s'il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas si simple de fabriquer des tubes Geiger de 6 mètres de long. Il faut d'abord les extruder par groupe de 8 dans de la fonte d'aluminium, qu'il faut ensuite tonneler. Et lorsqu'ils arrivent dans les ateliers du CNRS à Orsay, il faut même les moucher. Alors on passe Kleenex dans les tubes afin de pouvoir retirer toutes les poussières qui sont venues depuis la fabrication jusqu'au moment où le tissage va se faire. Parce que comme l'intérieur a déjà été tonnelé, c'est-à-dire c'est les petites billes en verre qui ont voyagé dedans pendant une centaine d'heures, on parfait donc l'intérieur de nos tubes. Chaque cellule reçoit donc la visite de 4 Kleenex aller-retour dedans. Alors c'est assez fastidieux quand même. Alors là ici j'ai un bon blocage déjà de mes Kleenex qui eux ont bien entouré tout le carré de la cellule. Et maintenant en les soufflant avec l'azote à 12 kg de pression on va faire un nettoyage parfait. C'est ouvert la bouteille en fait? Oui. Je colle les tubes Geiger équipés du fil de bouchon pour les rendre étanches, puisqu'il y a une circulation de gaz interne. Ça a une étanchéité à toute épreuve. Bon, on procède à la connexion du gaz qui va permettre de faire le test avec les rayons cosmiques. Les compteurs Geiger sauront dire s'il se passe quelque chose dans les plaques de fer. Quelque chose, oui, mais quoi? Pour le savoir, il faut une autre couche de détecteurs. On les appelle les chambres à plasma. Ce sont de grandes gaufrettes en plastique remplies de gaz. D'ordinaire, elles dorment, mais se réveillent au moindre signal. Sur l'ordre des Geiger, elles sont mises sous tension pour que la particule qui les traverse puisse laisser dans le gaz une trace lumineuse. C'est le centre d'études nucléaires de Saclay qui fabrique cette troisième et ultime couche du sandwich au proton. Voilà un élément en cours d'assemblage ici. Voilà les deux plans. Ça, ce sont deux détecteurs indépendants, les deux plans de polypropylène avec chacun 256 cellules. Entre les deux, il y aura pour l'instant, elles n'y sont pas, il y aura des plaques de fer. Et entre les deux plaques de fer, il y aura la ligne que je vous ai montrée tout à l'heure. Et cette ligne va provoquer, en se déchargeant sur les plaques de fer qui sont à l'intérieur, très rapidement, va provoquer le champ électrique qui se trouvera sur chacune de ces cellules, chacune de ces 256 cellules, et va activer ces cellules pendant un temps qui est de l'ordre d'une microseconde. Pendant une microseconde, le détecteur est sensible. C'est pourquoi il faut absolument qu'on le sensibilise à un moment où on sait qu'il s'est passé quelque chose. Ça, c'est le rôle du déclencheur, du trigger, qui est fait à Modane par les plans de compteurs Geiger qui sont faits à Orsay. Voilà les cellules, la taille des cellules qui fait de l'ordre de 5 mm et demi à l'intérieur. C'est quoi l'intérêt que ce soit tout petit? L'intérêt que ce soit tout petit, c'est qu'il y en ait beaucoup, de façon qu'une particule traverse beaucoup de cellules et laisse beaucoup d'informations, de façon qu'on puisse la suivre avec de nombreux points. Donc on peut, c'est ce qu'on appelle, ce type de détecteur, c'est un détecteur à traces.
Et c'est à la fois un détecteur à traces et un calorimètre. Détecteur à traces parce qu'on peut suivre la trace que fait une particule quand elle traverse le détecteur. Et c'est un calorimètre parce que le nombre de cellules qui sont touchées donne aussi une idée de l'énergie de la particule. Comment vous arrivez à porter le même type d'attention aux détails techniques de fabrication et aux questions de fond de l'expérience? C'est pas le même état d'esprit quand même. Bah non, mais c'est un peu ce qui est amusant, c'est-à-dire pendant un certain temps on fait que de la technique et puis quand ça marche on essaye de faire un peu de physique, mais quand on dit qu'il y a de la physique à faire, c'est en général parce qu'on comprend pas. Quand on comprend, bah ça, on dit bon bah ça c'est un phénomène classique, c'est pas très intéressant, mais de temps en temps on a des événements qui au premier coup d'œil nous semblent vraiment très difficiles à interpréter. Peut-être il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, un phénomène auquel on n'est pas habitué et qu'il faut essayer d'élucider. Alors là, vous voyez des traces de rayons cosmiques qui traversent notre appareillage. Elles produisent du plasma dans les chambres. Ce plasma se propage jusqu'aux cartes de lecture. Et les cartes de lecture lisent donc environ 256 tubes par plan. Et alors là, vous voyez la visualisation de ces traces qui est dessinée ici. Et ça nous permet de faire des calculs d'efficacité des chambres et aussi des mesures de bruit de fond. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la mort du proton? Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on avait pensé que le proton était une particule stable. Maintenant, on commence à penser que sa vie moyenne serait de 10 puissance 32 années. Pour donner une idée de grandeur, l'univers existe depuis quelque chose comme 2 10 puissance 10 années, donc c'est très grand devant la vie de l'univers. Mais il y aurait, comme il y a beaucoup de protons, il y en a qui se désintègrent tout de suite et il y en a d'autres qui se désintègrent très tard. Enfin, donc nous, on détecte ceux qui se désintègrent tout de suite. Et si jamais ceci était vrai, ça viendrait renforcer certaines théories qui permettent de faire ce qu'on appelle la grande unification, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer toutes les forces qui existent dans l'univers, c'est-à-dire la force gravitationnelle, la force électromagnétique, les interactions nucléaires fortes et faibles, sous le même formalisme. Ce qui serait très satisfaisant pour l'esprit de pouvoir décrire, si vous voulez, on peut faire une analogie avec ce qui a été fait dans le passé, lorsqu'on connaissait l'électricité et le magnétisme, qui étaient considérés comme des choses différentes et qu'ensuite ont été unifiés dans le même formalisme par Maxwell, parce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui permettent de décrire le magnétisme et l'électricité de la même façon, avec le même formalisme. Et là, il y aurait une loi unique qui décrit toutes les forces qui régissent l'univers. C'est pas simplement plus pratique d'avoir une loi unique, ça permet d'aller plus loin? Non, ça permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Il ne faut pas oublier qu'on est formé de protons. À quel numéro est-ce qu'on en est? De 2015. 2015. 63, 70, .06, .03. Ah, celui-là est bon. Madame. 59, 65, .01, .01. Ah, il est bon, c'est celui-là. Tout le reste est bon. 54, 52, .13, .10. Celui-là aussi, il est bon. 52, 58, .19, .09. Voilà, celui-là, il est bon de justesse. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ce que tu avais dit. Tout ça, ça va partir dans un camion d'ici une semaine.
Michel Arnaud, demandé au téléphone. Michel. Les physiciens qui se relaient jour et nuit sous le tunnel ne manquent pas de sujets d'observation. Si le proton se fait désirer, il n'en va pas de même des interactions neutrinos, sorte de hockey à l'intérieur de la matière, ni des mu, particules cosmiques qui arrivent à traverser la montagne et déclenchent l'alarme. Mais quelque chose malheur est bon. Les fausses alertes servent au moins à vérifier que le détecteur fonctionne. Les rayonnements cosmiques arrivent de ces OU, et quand ils commencent à rentrer dans la très haute atmosphère, quand ils rencontrent un peu de matière, d'oxygène et d'azote, il a une très grande probabilité de faire un choc à 20 km d'altitude. Mais comme ces rayonnements cosmiques ont une très grande énergie, ils donnent un flux de particules secondaires, une centaine, plusieurs centaines, qui, elles, sont instables, et elles se désintègrent, elles sont instables, se désintègrent, et le produit de désintégration sont des mu, qui, eux, donc, sont le résultat de cette cascade. Et parmi ces mu, il y en a qui sont suffisamment énergiques pour traverser toute la montagne. Ça se permet de vérifier que le détecteur fonctionne, c'est très important d'avoir ça. Avec les mains, on peut comprendre pourquoi on arrive à des durées de vie de l'ordre de 10 puissance 31, 32 ans dans le proton. Si les quarks qui sont à l'intérieur du proton et du neutron peuvent se transformer en leptons, c'est-à-dire en électrons en mu, ça ne peut se produire qu'à très haute énergie. Donc d'habitude, comment on teste ça? On fabrique un accélérateur de cette énergie-là et puis on bombarde et on vérifie que ce qu'on prédit est effectivement conforme à ce qu'on mesure. Mais là, ça se produit à très très haute énergie, 10 puissance 15 GeV. Au CERN, on peut faire 500 GeV. On espère faire de l'ordre de quelques TeV dans la prochaine génération d'accélérateurs. Sur Terre, on pourrait imaginer autour de l'équateur 10 puissance 7 GeV. Il y a encore 8 ordres de grandeur à gagner. Et puis en s'amusant un peu, quand on regarde dans la galaxie, si on mettait un accélérateur dans la galaxie, on arriverait à 10 puissance 20 GeV. Donc on pourrait y arriver. Enfin, ça c'est pas pour demain. Ça pose des problèmes techniques. Bon, ceci étant, les quarks qui sont dans le proton bougent. Enfin, ils sont en mouvement, on peut voir ça, une image, bougent les uns par rapport aux autres. Et dire qu'on atteint des énergies 10 puissance 15 GeV quand on bombarde, c'est dire que les particules se rapprochent à une distance qui est équivalente à 10 puissance 15 GeV. C'est comme ça qu'on fait sur l'accélérateur. Et ce qui se passe dans le proton, c'est qu'on attend en fait que les deux quarks dans le proton veuillent bien, alors qu'ils sont à des distances de l'ordre du Fermi, de 10-13 cm, ils se rapprochent à des distances comme 10-29 cm. Et ça, on voit que c'est très peu probable, parce que les quarks voyagent, ils se voient pratiquement jamais, et si on rassemble suffisamment de protons, il peut arriver que deux quarks dans un proton et un neutron se rapprochent à 10-29 cm. Alors là, s'ils se voient, eh bien, ils ont une probabilité non nulle de se transformer en leptons, en électrons, en mu. Donc, ce qu'on comprend avec les mains, c'est qu'il faut beaucoup de protons pour que deux quarks parmi cet ensemble de protons aillent à des distances de 10-29 cm. Voilà. En fait, ce qu'on fait ici, c'est une expérience de très très haute énergie qu'on ne peut pas atteindre sur l'accélérateur. Alors voilà, le camion est prêt. Il est prêt pour les tubes flash. Après, il va aller orcer et va prendre une boîte de plan Geiger. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus que 3 camions envoyés en plus de celui-là? Ah non. Non, on va avoir 834 tonnes. Pour 904 tonnes, on a encore 7 camions. 7 camions, 3 semaines. C'est robuste, hein, ces trucs-là, c'est robuste. Quand il n'y a pas de fil, les compteurs Geiger qui ont un fil très fin au milieu, ils sont délicats. On ne peut pas taper dessus avec un marteau, hein, parce qu'on risque de casser le fil. Le fil est suspendu et tiré avec une certaine tension. Et si on commence à faire des vibrations, ça peut être dangereux pour le fil et on peut casser un fil. Tandis que là, il n'y a rien dedans. Ah, c'est du gaz. C'est du gaz. On ne peut pas casser grand-chose. C'est les Indiens les premiers qui ont eu l'idée de ce genre d'expérience? Non, pas vraiment. Les Indiens avaient construit un détecteur qui était surtout fait pour détecter du rayonnement cosmique. Les idées sur la grande unification et sur la désintégration du proton sont arrivées à peu près au moment où leur détecteur était fini. Alors ils en ont profité tout de suite pour voir. Mais ils ont eu le mérite énorme de commencer cette expérience à des frais avec un coût très, très léger et dans des conditions assez difficiles. Je crois que pour ça, et c'est eux qui ont initié toute cette série d'expériences finalement, parce qu'ils avaient des résultats préliminaires qui n'étaient pas très sûrs et qui sont toujours pas très sûrs, mais au moins ils ont commencé. Dans
Plutôt, en fait, la durée de vie du proton, la désintégration du proton intéressait toujours les physiciens depuis le jour où on a su que la radioactivité était un phénomène universel. Vous savez que le seul fait qu'on vive, que la vie soit possible, qu'un être humain soit possible, que la vie d'un être vivant soit possible, montre déjà que la vie moyenne du proton est plus grande que quelque chose comme 10 puissance 17 ou 18 ans, parce que si elle était plus petite, on aurait déjà tellement de radioactivité dans notre corps qu'on ne pourrait pas vivre. Alors, donc ça c'est la limite simple qu'on peut calculer. Et puis ensuite, il y a des méthodes de géophysique, il y a des méthodes de radiochimie aussi qui ont été utilisées. Toutes ces méthodes n'atteignent jamais le niveau de 10 puissance 27-28. Et l'ennui, c'est que on ne voit pas la désintégration. C'est-à-dire, on n'a pas... on se dit c'est possible que ça soit la cause, mais rien ne vaut de voir une expérience directe et de voir un proton qui se désintègre. Si on voit un proton mourir, oui. Ça veut vraiment dire que l'univers doit mourir? Ça veut dire que l'univers tel qu'il est doit mourir, tel qu'il est à l'heure actuelle, parce que l'énergie se conserve. Pour l'instant, il n'y a aucune raison on n'a aucun doute que l'énergie totale qui est dans l'univers en ce moment va se conserver. Mais elle sera sous une autre forme, complètement différente. Il n'y aura plus de matière telle qu'on la connaît, c'est-à-dire de nucléons, de noyaux, il n'y aura plus que des particules telles que les électrons, les neutrinos, les photons, qui sont les particules stables, peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore, qui sont stables et qui se produiront en ce moment-là. Mais l'univers tel qu'on le connaît en ce moment, qui fait la matière, qui font les noyaux, les atomes, les molécules, la matière telle qu'on la connaît, à ce moment-là, n'existerait plus, oui, si le proton n'était pas stable, mais c'est dans des temps tellement grands qu'il n'y a pas de danger. Les hommes, la Terre, les systèmes solaires auront le temps de vivre et de se renouveler des millions et des millions de fois avant que ceci n'arrive. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va limiter la vie de l'homme sur la Terre, ni même la vie de la Terre dans le système solaire, ni même la vie du système solaire elle-même, parce que la vie du système solaire est quelque chose qui est de l'ordre du milliard d'années, c'est-à-dire un nombre avec 9 zéros, alors que la durée de vie de la matière, telle qu'on cherche à voir quelle elle est, c'est de l'ordre de milliards d'années. Et encore avec 2 ou 3 zéros de plus, ou 4. Alors donc, c'est quelque chose qui est d'un ordre de grandeur complètement différent des ordres de grandeur astronomiques en ce qui concerne par exemple la vie de l'univers, qui est de l'ordre de 10 à 15 milliards d'années, qui peut vivre, il peut y avoir des millions et des millions d'univers comme celui qu'on connaît, qui éventuellement se contractent, se dilatent, se recontractent aussi des millions de fois avant que la matière telle qu'on la connaît change, devienne très différente. C'est pas un peu troublant de ne voir jamais que les traces des choses? Quand vous regardez un étang, vous pouvez voir la carpe, et vous pouvez au choix voir les ronds que la carpe fait dans l'eau, mais... Ah non, on ne voit pas les électrons sous forme de carpe, ni les rayons cosmiques sous forme de carpe. Non, ça c'est vrai. On ne voit que leur passage et leurs effets dans la matière, mais en fait, ce que vous voyez, c'est toujours des effets dans la matière. Si vous voyez une carpe, c'est des effets sur vos yeux, hein, de la carpe. Tandis que là, on ne voit effectivement que la carpe par le sillage qu'elle provoque dans l'eau de l'étang. Et là, on ne voit que les particules par le sillage qui est le sillage électromagnétique qu'il provoque dans les chambres. Je crois que c'est ce que je vous dis, si on réfléchit bien, vous posez là le problème de la réalité et de
un problème très, très philosophique, ça. Est-ce que tout ne se forme pas dans notre cerveau? Alors, sous prétexte que vous avez des images plus ou moins complètes dans votre cerveau, vous pensez que c'est plus réel que lorsque vous avez des images moins complètes, mais ça, c'est un problème très philosophique.